Vous connaissez sans doute tous et toutes Elon Musk, cet inventeur de génie, fondateur de SpaceX, fondateur aussi de Tesla. Eh bien, Elon Musk, l'été dernier, en 2021, a eu un projet encore plus fou, celui d'implanter à une truie nommée Gertrude une petite puce qu'il a appelée Neuralink. Cette petite puce avait pour vocation de pouvoir la soigner dans les accès paralysés de son cerveau vis-à-vis du reste de son corps. Mais le projet d'Elon Musk ne s'arrête pas là avec cette puce Neuralink. En effet, le but à terme serait de retrouver les accès à ses souvenirs pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, la question qui se pose à nous, c'est de savoir si l'esprit, notre accès à l'esprit et sa relation vis-à-vis du corps dépend uniquement du cerveau, ou bien alors c'est quelque chose d'autre et pas simplement une façon de parler. En d'autres termes, on va se poser la question, est-ce que l'esprit est réductible au cerveau ? Salut à toi petit penseur, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette web-série Charisma de la chaîne de l'Université catholique de Lyon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi compliqué que passionnant, votre âme. Oui, votre âme. L'esprit, l'âme, le psychisme ou la conscience, tous ces mots ne sont pas synonymes et pourtant concernent ou essayent de désigner la même réalité, celle de votre vie la plus intime, la plus intérieure. En effet, le mot âme est assez ancien. Son origine est latine, anima et animus. L'anima, c'est le principe vital, le principe d'animation de tous les êtres, celui que les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ pensaient déjà. En effet, pour eux, le monde entier est animé. Chez Platon, philosophe du 5e siècle, disciple de Socrate, l'âme du monde existe elle aussi. Puis, l'âme des vivants, que sont les animaux, l'âme humaine, et enfin, l'âme des dieux. Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, distingue 3 grands types d'âmes qu'il hiérarchise en fonction de la complexité des vivants qui la possèdent. Tout d'abord, l'âme végétative pour les végétaux, qui décrit pour eux l'animation comme mouvement de croissance. Nous avons ensuite l'âme sensitive que possèdent les animaux et qui les rend capables d'affection, c'est-à-dire d'accueillir en eux ce qui leur est extérieur. Ils ressentent le monde qui les entoure. Enfin, l'âme intellective, capable de délibérer, de choisir, de réfléchir, de contempler et de se souvenir. C'est à partir de cette dernière conception de l'âme intellective chez Aristote, que s'est développée notre idée de vie intérieure à travers le christianisme qui a été fécondé par la pensée grecque, et puis plus tard notre idée de psychisme. Au fur et à mesure de l'histoire de la pensée occidentale, le christianisme étant fécondé par la pensée grecque antique, nous sommes devenus ces êtres conscients, réflexifs, c'est-à-dire que nous connaissons et nous savons que nous connaissons. Mieux encore, nous arrivons à nous connaître nous-mêmes, ou du moins à connaître quelque chose de nous-mêmes. La dimension réflexive de notre esprit sera résumée par le philosophe Husserl au XIXe et XXe siècle comme ce qui est cette dimension en nous de rapport à nous-mêmes. Autrement dit, quand nous avons conscience de quelque chose, non seulement nous avons une perception, une relation à cette chose, mais aussi nous savons que nous avons une relation à cette chose. Et donc nous sommes toujours impliqués, engagés, lorsque nous avons des sentiments, des pensées, des désirs, des volontés. Si l'on en retourne à Platon, dès le début, il y a une dualité forte entre le corps et l'âme. L'histoire se complique donc dès le début. Pourquoi ? En effet, Platon considère que le corps est une sorte de tombeau dans lequel l'âme serait emprisonnée. Et le but de la vie philosophique, mais plus largement la vie éthique, la vie bonne, c'est de sortir de ce tombeau. Et de en sortir comment ? Par la contemplation, d'abord des idées pour Platon, mais ensuite de toutes les vérités éternelles, pour ressembler, s'assimiler aux dieux. Tout ça, c'est pour les Grecs. Mais pour savoir si notre esprit se réduit au corps, il faut remonter un peu moins loin dans l'histoire de la pensée en Occident, et notamment à un certain René. On peut peut-être dire que, sans trop se risquer, notre époque a une tendance matérialiste, au sens où tout ce qui existe provient d'une quelconque façon de la matière. Reste à définir ce concept de matière qui sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, les choses qui existent et qui proviennent de la matière sont les choses réelles, concrètes.
Tout le reste n'a pas vraiment d'existence propre ou est une conception abstraite. Des idées, des relations, bref, des abstractions. Un autre présupposé de notre culture actuelle, mais qui va avec ce matérialisme, s'appelle le naturalisme. Le naturalisme, c'est quoi? C'est penser que l'horizon de notre connaissance ultime, c'est la nature, conçue comme un tout, une totalité de laquelle rien ne dépasse. Le naturalisme considère la nature comme un ensemble fonctionnant en vase clos, c'est-à-dire une totalité indépassable, le seul horizon auquel la connaissance peut prétendre. Rien ne semble être à son origine, si ce n'est elle-même. Au passage, cette conception un peu naïve de certaines sciences de la nature ou de certains scientifiques, penseurs ou ingénieurs est remise en question par les théories de physique contemporaine. Du coup, si l'on accepte cette position un peu compliquée, pas de dimension transcendante, bien sûr, à l'existence, mais aussi pas de dimension transcendantale, c'est-à-dire où l'esprit humain serait en droit de se positionner lui-même comme l'origine de ses pensées et de ses actions. Une origine qui ne dépendrait pas de déterminisme naturel. Étrangement, on peut imputer cette conception matérialiste, puis le naturalisme qui suit, à notre ami René Descartes, alors que lui-même se définit comme dualiste. Le dualisme, c'est une conception où l'on oppose un peu strictement le principe de l'âme et le principe de la matière, autrement dit, l'esprit et le corps, l'esprit et la matière. Mais faire de l'esprit et de la matière des substances, c'est-à-dire des choses qui tiennent par elles-mêmes, qui n'ont besoin de rien d'autre qu'elles-mêmes pour exister, va s'avérer problématique. Au passage, en philosophie, une substance, c'est pas un produit chimique. C'est un concept qui veut dire que c'est ce qui est nécessaire quand on enlève toutes les couches de ce qui ne l'est pas. Mais je me suis persuadée qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadée que je n'étais point? Tant s'en faut, j'étais sans doute, si je me suis persuadée, ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra. Il ne saura jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition, je suis, j'existe, est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Pas de panique, ce n'est pas un cours sur René. Mais ce qu'il essaye de nous dire, en bref, c'est que si j'essaye de douter de tout, je ne peux pas douter que je doute, et si je doute, il faut bien que j'existe. What? Pour exister, ce que je découvre de moi-même, c'est ma vie intérieure, c'est le « je pense ». Et cette vie intérieure, ce « je pense », Descartes va l'appeler, non pas directement l'âme ou l'esprit, mais la chose pensance, res cogitans en latin. Cette res cogitans va s'opposer à une autre chose, la res c'est la chose en latin, cette autre chose c'est le corps. Et le corps pour Descartes a ça de propriété que d'être étendu, d'avoir une implication dans l'espace, tandis que la chose pensante, elle, n'en a pas. Mais là est le paradoxe, voire le problème. Descartes, presque sans s'en rendre compte, fait de l'âme une chose presque parmi d'autres, même si, il précise, l'âme a une éminente dignité. Le problème, c'est que ses successeurs ne comprendront peut-être pas toutes les subtilités de Descartes et garderont à l'esprit, justement, de faire de l'esprit une chose. Si je développe un petit peu le problème, si l'esprit est une chose parmi d'autres, même une chose plus éminente que les autres, cela laisse entendre que je peux l'expérimenter comme je peux expérimenter les corps qui me sont extérieurs et qui peuvent être objets de ma pensée. Même lorsque vous demandez à l'être aimé « tu penses à quoi ?» vous ne pouvez pas avoir d'accès direct, de prise directe sur son esprit, sur ses volontés, ses désirs. Certes, la personne aimée peut vous en dire quelque chose, mais justement ce n'est pas une chose comme une tasse, une plante, un hibou. Même mon esprit, je n'ai pas un rapport à lui comme j'ai rapport à une chose du monde, une chose qui m'est extérieure. Je n'ai pas de prise complète ni directe sur lui, sans même parler de la psychanalyse. De tout ce que j'ai de conscient en moi, je n'ai pas une connaissance unifiée, constante, parfaite, puisque justement, mon esprit, c'est une entité, quelque chose de vivant qui bouge, qui s'émeut, qui reçoit et qui extériorise.
Mais du coup, si l'esprit n'est pas une chose et qu'il n'est pas mesurable, certains philosophes vont aller jusqu'à affirmer qu'il est au mieux une façon de parler, au pire une illusion dont il faudrait se débarrasser. C'est ce qu'on appelle en philosophie le matérialisme éliminativiste, une manière compliquée de dire que tout simplement, ce qu'il faut connaître, c'est le cerveau et rien de plus. Mais alors, quelle est la marge de manœuvre que moi j'ai ? Est-ce que toutes mes actions sont déterminées d'avance par mes comportements neuronaux cérébraux, ou bien alors, est-ce que l'esprit se situe ailleurs ? Plutôt, est-ce qu'il a un autre mode d'être que d'être cérébral ? Le philosophe américain Thomas Nagel nous propose quelque chose qui résiste à toute explication neuronale, c'est l'effet que cela fait. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela faisait d'être une chauve-souris ? Si on peut avoir une expérience intérieure d'imagination de ce que c'est que d'être Batman, je suis Batman. On se rapproche en effet davantage de Bruce Wayne que d'une pipistrelle. En effet, nous dit Nagel, une chauve-souris a une perception, un rapport au monde que nous n'avons pas, du fait que ses yeux peuvent voir dans la nuit, beaucoup mieux que nous le pourrions, comme les chats. Elle a un odorat beaucoup plus développé que nous. Elle a une conscience peut-être d'elle-même qui n'est donc pas la même que nous. Autrement dit, sa façon d'être au monde n'est pas la nôtre, sa conscience du monde n'est pas la nôtre non plus. Cet effet que cela fait, on appelle ça d'un mot un peu compliqué, d'une expression un peu compliquée en philosophie, la conscience phénoménale. C'est-à-dire, le phénomène, ce n'est pas Jocelyn qui est derrière la caméra, mais c'est ce qui apparaît à mon esprit, ce qui survient dans mon esprit, dans la lumière de mon esprit. Nous avons une capacité d'empathie, c'est-à-dire une capacité de se mettre à la place de l'autre avec l'imagination. Mais en rigueur de terme, je ne peux pas connaître ce que cela fait d'être autrui. Vous pouvez m'en parler, je peux l'entendre, le comprendre d'une certaine façon, mais je ne peux pas le vivre à votre place. La conscience n'est certes pas solitaire puisqu'elle peut communiquer, elle peut partager, elle peut comprendre, elle peut recevoir des idées, des propos, des sentiments de quelqu'un d'autre, mais elle les fait siens. Et ce rapport de la conscience à elle-même n'est en soi pas explicable par les sciences de la nature. Plus largement, ce que l'on appelle les propriétés mentales, c'est-à-dire vos désirs, vos réflexions, vos pensées, vos sentiments, tout cela n'est pas à expliquer du côté des neurones. Si vous voulez, ce qui compte, ce n'est pas tellement les neurones et leur façon d'interagir les uns avec les autres, ce qui est l'objet des neurosciences et qui est éminemment estimable, mais de comprendre ce qu'il y a dedans. Pourquoi vos pensées disent ceci ou cela ? Qu'est-ce que cela renvoie de symbolique, de concret, de réel, de projet, d'attente, de désir, etc. Bref, toutes ces propriétés mentales, désir, volonté, réflexion, crainte, peur, tout cela n'est pas déterminé par votre matière grise, même s'il faut une matière grise pour en avoir, mais une condition nécessaire n'est pas une condition suffisante. De plus, la conscience de soi n'est pas localisable en elle-même dans le cerveau, puisqu'elle est une perception unitive de tout ce que nous vivons, nous, en tant que sujet, à l'intérieur. Et cette perception unitive, justement, n'est pas une localité. Ce que l'on appelle en philosophie de l'esprit les qualia, c'est-à-dire les qualités phénoménales, ce qui apparaît à notre conscience, passion, émotion, réflexion, tout cela n'a pas le même mode d'être que les neurones. Même si on garde une métaphore chère à certains philosophes de l'esprit, celle du hardware et du software, le PC étant le corps, le système d'exploitation, votre esprit, son système d'exploitation, votre ordinateur, reste une matière inerte, même s'il est vrai qu'il faut cette matière inerte pour qu'il y ait un système d'exploitation qui le mette en mouvement. De même, en ayant fait de l'esprit conscient une chose, on a fait de lui quelque chose qu'il n'est pas. L'esprit n'est pas une chose, mais un acte, une puissance d'écart par rapport à tous les objets, à toutes les choses du monde. L'esprit, c'est notre position par rapport à tout ce qui nous est extérieur et aussi par rapport à nous-mêmes. Notre univers le plus proche est fait de smartphones, de PS4, d'écrans de manière générale. Peut-être que tout ceci nous a fait oublier à quel point nous en étions différents. En effet, les smartphones, les PS4 sont de la matière inerte qu'un courant électrique puis électronique vient animer.
Mais notre corps à nous est un corps animé, un corps spirituel, où notre esprit est un esprit incarné, c'est la même chose. Et ce corps, c'est un vivant. Pierre Gir, qui enseignait à la faculté de philosophie, disait dans l'un de ses cours « L'esprit, les valeurs, la culture ne sont pas des faits de nature. Ce ne sont pas de la matière inerte. La conscience n'est pas une chose, elle est un acte, en intentionnalité. Toute conscience est conscience de quelque chose, et en même temps de soi. » Aussi, peut-être qu'au sein de l'idée de matière elle-même, faut-il distinguer entre la pierre et nous, entre la matière inanimée, inerte, presque fossile, et nous-mêmes qui sommes faits de chair et d'os, qui avons des corps organiques. Même notre cerveau n'est pas une machine. Souvent, les neurobiologistes ou les neuroscientifiques, pour simplifier leur discours et être audibles, vont faire la comparaison. Mais notre cerveau n'est pas un ordinateur super sophistiqué, pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas uniquement d'électricité en nous. Notre cerveau, c'est de la matière vivante faite pour la vie, d'où le besoin peut-être aussi de rappeler que l'âme était d'abord conçue comme un principe d'animation du vivant, de tous les êtres vivants, même les animaux, et qu'un animal, contrairement à ce que disait Descartes aussi, n'est pas une machine, mais un être sensible, doué d'émotions lui aussi. Puis, il y a cet animal si particulier, cet animal que nous ne sommes plus vraiment, nous les humains, qui avons cette dimension consciente de ce rapport à soi, de ce rapport à nous-mêmes. Dans la Bible non plus, dans l'anthropologie juive puis chrétienne également, le corps n'est pas une simple enveloppe, il est encore moins un tombeau à la façon dont Platon pouvait le penser, mais il est ce réceptacle de la vie nécessaire, cette terre, cette argile dans laquelle Dieu insuffle la vie. L'homme de la Bible, l'être humain de la Bible, a trois dimensions, la nefesh, la roua, et le corps lui-même. Le corps, c'est ce réceptacle qui va accueillir la vie, la nefesh. La nefesh, c'est d'abord le sang, ce souffle chaud en nous qui insuffle la vie, qui insuffle une animation. La roua, c'est ce qui va désigner ensuite l'Esprit de Dieu, mais c'est plus particulièrement le vent. Et le vent, c'est ce qui conduit les voiles à emprunter une direction. Autrement dit, c'est cette dimension libre et consciente en nous-mêmes. Vous voyez que l'anthropologie judéo-chrétienne n'est pas en elle-même dualiste, contrairement à ce que l'on peut affirmer, mais est tripartite. Il y a une autre façon de concevoir l'être humain, et dans cet écart de conception, on peut peut-être aujourd'hui repenser nos connaissances scientifiques pour nous penser nous-mêmes. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo, merci infiniment de votre soutien, de tous vos retours positifs. C'est une joie profonde que de pouvoir essayer de vous faire passer toutes ces idées, tout le fruit de nos réflexions, de nos recherches, et de vous faire penser à votre tour par vous-même. Petite page de publicité, du 16 au 19 mars 2022 se tiendra ici à l'Université catholique de Lyon un colloque intitulé « Penser l'âme au temps de son éclipse ». Vous êtes donc plus que bienvenus, vous trouverez un lien en description pour vous inscrire, pour venir voir, pour venir découvrir nos travaux aussi et plein d'intervenants passionnants. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu de l'amour, ça fait toujours plaisir. Likez, commentez, partagez. Et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de penser.